Les pays principaux, aujourd'hui, continuent de soutenir le droit d'Israël à se défendre, évidemment dans le cadre du droit international. Comme d'habitude, la France, elle, a des positions ambiguës, des déclarations contradictoires et malheureusement continue de voter systématiquement contre Israël dans les différentes instances de l'ONU. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique, Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec cette semaine un thème assez brûlant, faire ensemble le point sur l'état des relations d'Israël avec l'Europe dans le sillage du 7 octobre et du tsunami antisémite et antisioniste qui a suivi en Occident et notamment en Europe. Alors pour débattre de ce sujet, en ligne avec nous Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de Elnet Israël, un groupe qui se charge de promouvoir les relations entre Israël et l'Europe. Vous êtes un politologue israélien, vous enseignez d'ailleurs toujours les relations internationales à l'université de Tel Aviv, et puis vous avez fait paraître sur les sujets qui vous sont chers, il y a à peu près 2 ans, un livre toujours d'actualité qui s'intitule « L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël ». Alors, on rentre, si vous voulez, tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous faire, comme dirait le Talmud et les sages du Talmud, sur un pied seulement, en quelques phrases, un point, une actualisation sur l'état des relations entre Jérusalem et Bruxelles, et aussi entre Israël et différents pays européens, après le tremblement de terre du 7 octobre? Où est-ce qu'on en est? Alors, je ne dirais pas qu'il y a des relations avec Bruxelles, puisque la Commission européenne et les institutions de l'Union européenne, en réalité, sont très peu influentes sur la question des relations extérieures et de la politique étrangère, puisque les véritables décisions liées à la politique étrangère en Europe continuent d'être prises dans les capitales européennes et non à Bruxelles. Le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la politique de défense est en réalité et dans les faits un porte-parole, mais un porte-parole extrêmement contesté par de nombreux gouvernements. On sait qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées entre Joseph Borrell et certains gouvernements européens qui ne se reconnaissent pas du tout dans les déclarations qu'il a eues sur la question du Hamas et du conflit entre Israël et le Hamas. Les relations entre Israël et l'Europe continuent d'être, comme je le disais, menée essentiellement vis-à-vis des principales capitales. Et là-dessus, il y a évidemment d'énormes différences entre le soutien très net et très clair de l'Allemagne, celui également de la Grande-Bretagne, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais de la Grande-Bretagne, en tout cas sous le gouvernement de Rishi Sunak, également de l'Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni. Et puis, il y a des gouvernements extrêmement hostiles, comme la Norvège, comme l'Irlande en particulier, comme le gouvernement de Sanchez, de Pedro Sanchez en Espagne. Et je dirais que globalement, les pays principaux aujourd'hui continuent de soutenir le droit d'Israël à se défendre, évidemment dans le cadre du droit international. Comme d'habitude, la France, elle, a des positions ambiguës, des déclarations contradictoires et malheureusement continue de voter systématiquement contre Israël dans les différentes instances de l'ONU. Alors, on va revenir quand même sur les instances européennes, puisque vous avez eu raison d'établir un distinguo entre les structures de l'Union européenne et les différentes capitales. Mais comment, pour en terminer sur ce point, comment vous expliqueriez que les dirigeants des principales institutions de l'Union européenne ne cessent de multiplier les déclarations lénifiantes qui critiquent Israël de manière acerbe et toujours sur le même mode, un petit peu que les déclarations du secrétaire de l'ONU. Comment vous expliquez ça malgré tout, puisque c'est pas votre partenaire privilégié, c'est le moins qu'on puisse dire dans votre action, mais en tant qu'observateur de l'Europe, ça fait partie quand même du tableau. Comment vous expliquez cette obsession anti-israélienne? Alors, il faut même distinguer, même au sein des institutions de l'Union européenne, entre différents représentants. Je vous rappelle tout de même que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a toujours été très claire dans son positionnement. Elle est venue en Israël
après le 7 octobre, et elle s'est toujours exprimée en faveur du droit d'Israël à se défendre, et elle a toujours rappelé aux détracteurs d'Israël qu'il n'y aurait pas eu de guerre sur le 7 octobre et qu'il y aurait un cessez-le-feu si le Hamas libérait les otages. Cela également, on entend des déclarations similaires et favorables de la présidente du Parlement européen. Je vous rappelle qu'il y a eu une résolution du Parlement européen il y a quelques mois qui, qui conditionnait tout cessez-le-feu sur la libération de tous les otages israéliens sans condition et immédiate et sur la victoire d'Israël sur le Hamas. C'est quand même une décision qui a été soutenue par une large majorité des députés européens. Alors à côté de cela, il y a effectivement Joseph Borrell. Joseph Borrell qui est comme on sait, le haut représentant de l'Union européenne sur les questions de politique étrangère et de sécurité, qui lui a un discours ouvertement hostile à Israël, qui est un peu comme le secrétaire général de l'ONU a voulu relativiser le 7 octobre en disant que finalement cela n'était pas arrivé par hasard, qui a condamné Israël après qu'il y a 2 ou 3 semaines, Israël a libéré 4 de ses otages à Rafah, dans la bande de Gaza. Il a tout de suite condamné les victimes collatérales de cette opération militaire qui a heureusement réussi. Donc Joseph Borrell, lui, est hostile à Israël, ça n'est pas nouveau. Mais encore une fois, il faut distinguer même au sein des institutions de l'opinion européenne entre les différents représentants que je viens de rappeler, et puis il y en a d'autres évidemment. Alors, on va parler maintenant des pays, avant d'en arriver au point positif, des pays qui sont ouverts à la position israélienne. Les pays hostiles qui viennent pour la plupart, comme l'Irlande, l'Espagne, de reconnaître l'État palestinien, si on peut dire. Qu'est-ce qui expliquerait, d'après vous, enfin parmi les causes de cet engouement pour le palestinisme, est-ce que c'est le poids prépondérant dans ces différents pays de plus en plus important de l'immigration arabo-musulmane? Est-ce que ce sont des questions plutôt idéologiques? Comment vous pouvez expliquer ce phénomène de passion pro-palestinienne dans ces différents pays? C'est différent dans chaque pays. Si on prend les 3 cas que vous avez rappelés, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, chaque pays, il y a dans chaque pays des raisons différentes. L'Irlande, n'oubliez pas, est un pays qui s'est séparé du Royaume-Uni suite à la lutte violente et terroriste de l'IRA, de l'Irish Republican Army, qui était toujours très lié à l'OLP et qui a toujours perçu son combat comme étant celui de l'OLP. Donc cette hostilité de l'IRA à Israël est liée à l'histoire de cette organisation, de ce pays, et ses liens historiques avec l'OLP. Il y a également un antisémitisme très profond en Irlande qui existait bien avant l'immigration arabo-musulmane, mais effectivement, cette immigration ne fait que rajouter une autre dimension antisémite à ce discours en Irlande. Ensuite, il y a la Norvège. La Norvège, en revanche, c'est un pays dans lequel il y a je dirais une attitude extrêmement naïve aux relations internationales et à Israël. Les Norvégiens, et j'en ai rencontré plusieurs et discuté avec plusieurs, pensent véritablement qu'il suffit de bonne volonté et de discussions rationnelles pour résoudre tous les conflits au monde. Ils ne comprennent absolument rien au Proche-Orient. Ils pensent que le Proche-Orient est comme la Scandinavie et que s'il y a un problème immobilier où on fait passer la frontière d'un côté ou de l'autre, eh bien, il faut s'entendre et arriver à une solution. Ils pensent véritablement qu'en reconnaissant l'État palestinien, eh bien, nous allons nous rapprocher de cette solution. C'est vraiment de l'ignorance et de la naïveté en général, bien qu'il y ait également une certaine forme d'antisémitisme en Norvège, mais en Norvège, c'est vraiment de l'ignorance et de la naïveté. En Espagne, c'est par pur opportunisme de Pedro Sanchez, qui a un gouvernement qui n'avait pas gagné, je vous rappelle les dernières élections, mais qui a formé un gouvernement parce que la droite, le parti de droite est arrivé en tête, mais n'avait pas de coalition. Donc, il a formé une coalition extrémiste avec les partis indépendantistes et l'extrême gauche,
Et donc, évidemment, eh bien, il cède aux exigences de l'extrême gauche dans cette surenchère pour justement mener cette politique face à Israël. Je rappelle tout de même que dans sa coalition avec le parti d'extrême gauche, sa vice-première ministre, qui est également ministre des Affaires sociales, s'est exprimée sur Twitter il n'y a pas longtemps en disant que le but de la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne était, je cite, la libération de la Palestine de la mer au Jourdain. Donc vous voyez, les choses sont claires. Alors, pour essayer de contrebalancer ces données quand même assez pesantes, même si elles ne concernent que quelques États de l'Europe occidentale, il y a eu ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, certaines avancées, peut-être même des lueurs d'espoir que je peux énumérer, que évidemment vous avez analysé là où vous êtes. C'est d'une part les résultats récents des dernières élections européennes, où pas mal de citoyens européens, et de manière évidemment assez différenciée dans chaque pays, ont quand même dit majoritairement non à la démagogie de certains groupes ouvertement pro-palestiniens. Ça dépend évidemment dans quel pays, mais globalement, ces résultats des européennes sont plutôt, non pas indirectement, je dirais, favorables à Israël. Est-ce que c'est votre avis? Alors, on s'aperçoit que les élections européennes, qui encore une fois, n'oubliez pas, Richard, sont des élections auxquelles le taux de participation est assez bas. Oui. Contrairement aux élections nationales, en général, le taux de participation est très bas. Et puis, c'est souvent des élections qui sont utilisées par l'électorat comme un vote de protestation contre leur gouvernement. Donc, il faut toujours prendre ça en considération quand on analyse le résultat des élections européennes. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, il n'y a pas eu de véritable tremblement de terre. En réalité, les deux principaux groupes parlementaires du centre droit et de centre gauche restent les deux principaux groupes parlementaires au Parlement européen. Il y a eu un renforcement général de la droite, mais pas un bouleversement politique. Et puis, on s'aperçoit aussi que si on prend la France, alors les partis de la droite, on va dire de la droite dure, ont obtenu de bons résultats, en particulier en France, en Autriche et en Italie. Mais à part ça, il n'y a pas évidemment, il n'y a pas eu d'énormes changements. Alors, ce dont on s'aperçoit également, et c'est quelque chose que Israël doit prendre en compte évidemment dans sa politique étrangère vis-à-vis de l'Europe, c'est que finalement aujourd'hui on s'aperçoit que les partis qui sont définis en général par la presse, par les médias en général comme d'extrême droite, bien que là aussi il va falloir réviser un peu ce vocabulaire peut-être et le préciser. Qu'il s'agit du Rassemblement national en France, qu'il s'agit de Geert Wilders en Hollande, etc., elles sont très favorables à Israël. Et que l'essentiel de la haine d'Israël et des Juifs est exprimé en actes et en déclarations essentiellement par l'extrême gauche européenne, par les islamistes et par les wokistes. Et donc, évidemment, cela exige d'Israël de réviser, de mettre à jour, je dirais, son attitude et sa politique vis-à-vis des différents partis et gouvernements européens qui sont en train d'émerger en Europe. Alors, autre point positif intervenu ces dernières semaines, dans le contexte justement de ces élections européennes, de la poussée à droite et de la montée du Rassemblement national et de la gauche pro-islamiste de Mélenchon, menée par Mélenchon, c'est la victoire juridique remportée par Israël dans la sinistre affaire de l'exposition Euro-Satori, où le gouvernement avait empêché les firmes israéliennes d'exposer. Il y avait 74 firmes israéliennes d'armement et de cybernétique qui devaient se produire et qui ont été donc empêchées. Ensuite, il y a eu des groupes pro-palestiniens et des ONG ont saisi le tribunal de Bobigny, le tribunal d'instance de Bobigny, pour aussi demander
à ce que des représentants israéliens indirects de ces sociétés ne puissent pas rentrer dans l'expo. Et il y a eu 2 victoires juridiques consécutives. D'abord, si je ne me trompe pas, le tribunal de commerce s'est prononcé contre ces décisions. Et puis surtout en appel, puisqu'il y avait un match nul, si je peux dire, en appel. La cour d'appel, c'est quand même une instance importante en France, a donné raison aux Israéliens en levant à la fois l'interdiction aux firmes israéliennes, mais aussi aux représentants éventuels d'Israël de participer à cette expo. J'imagine qu'il était trop tard pour que les Israéliens puissent vraiment participer, mais comment vous analysez ça? C'est un fait, c'est une jurisprudence intéressante pour Israël qui pourrait servir dans d'autres circonstances. C'est quand même une victoire sur le plan juridique et politique. D'abord, ça n'était pas une décision du gouvernement français, mais d'Emmanuel Macron, une décision qu'il a prise seul, sans consulter ses ministres, et qui a pris ses ministres par surprise. Je crois que c'est assez typique, malheureusement, de sa façon de gouverner. Et puis, c'est une décision qu'il a prise parce qu'il a cédé aux menaces, aux intimidations des islamistes et de l'extrême gauche. Et il n'a pas fait preuve de leadership, malheureusement. Parce que, en empêchant uniquement les sociétés israéliennes de participer, sur la base de quoi? D'abord, c'est de la ségrégation. C'est finalement une décision discriminatoire qui ne peut être justifiée que dans des cas extrêmes. Alors, ça ne peut pas être évidemment sur la base d'affirmation de la France sur les questions des droits de l'homme, puisque la France n'a pas bloqué la participation de sociétés chinoises ou turques. Alors, est-ce que le président français pense, comme l'affirme de façon diffamatoire et mensongère, l'extrême gauche et les islamistes en France, qu'Israël commet un génocide à Gaza? S'il y avait un génocide, évidemment, cela justifierait de bloquer les sociétés israéliennes. S'ils le pensent, mais qu'ils le disent. Il ne l'a pas dit. Et donc, il n'y a aucune base juridique à cette décision discriminatoire. C'est ce qu'a bien dit le tribunal du commerce, et ce qu'a confirmé la cour d'appel. Il était indispensable et important d'agir sur le plan juridique pour qu'il y ait un précédent. Parce que si le pouvoir exécutif peut, de manière de façon complètement arbitraire. Ce qu'on appelle le fait du prince dans la science politique française. De façon arbitraire, de boycotter des sociétés israéliennes, ça peut être demain à d'autres événements, ça peut être dans le domaine académique, etc. Donc il était indispensable qu'il y ait un précédent juridique et Elnet a participé à cette action en justice et je me félicite de son résultat, mais j'ajouterais qu'il devra y avoir également des conséquences, pas seulement juridiques, mais également diplomatiques. Il n'est pas question que la France puisse se permettre, ou que le président de la République puisse se permettre de prendre des décisions aussi graves et penser en même temps continuer de bénéficier de la technologie israélienne pour protéger le territoire français et les infrastructures françaises. Je parle également des Jeux Olympiques cet été à Paris. Également jouer un rôle influent au Proche-Orient, c'est l'un ou l'autre. Et je pense qu'Israël doit là envoyer un message très clair à Emmanuel Macron. Il ne peut pas à la fois se comporter de cette façon vis-à-vis d'un allié et penser que rien ne se passera, qu'Israël continuera comme si de rien n'était. Eh bien non, il devra y avoir également des conséquences diplomatiques. Alors, dernier chapitre de notre tour d'horizon européen, on n'a pas parlé encore, puisqu'on a parlé des pays d'Europe occidentale qui se partagent entre certains qui continuent de soutenir Israël à leur manière et d'autres qui lui sont hostiles. Mais on n'a pas parlé de ce qui se passe dans l'Europe orientale, des pays qui ont toujours été aux côtés d'Israël, comme la Hongrie et entre autres la Slovaquie, si je ne me trompe pas. Quelle est la situation? Est-ce que le 7 octobre, ça a renforcé ces positions pro-israéliennes ou il y a eu une nouvelle redistribution des cartes en Europe orientale par rapport à Israël? On sait par exemple que en Pologne, il y a eu un changement de gouvernement il y a quelques mois, que le parti du droit et de la justice a été remplacé par une coalition centriste, mais que par exemple l'actuel gouvernement
polonais reste généralement favorable à Israël sur son droit à l'autodéfense. En ce qui concerne, alors en Europe de l'Est, l'un aujourd'hui des soutiens les plus fermes et les plus clairs d'Israël, c'est la République tchèque, dont les dirigeants ont des déclarations extrêmement claires et courageuses, et qui également, en termes de leur vote à l'ONU. En ce qui concerne la Hongrie, personnellement, je pense qu'il faut faire très attention avec la Hongrie de Viktor Orban, parce que oui, en général, il soutient Israël et il vote en faveur d'Israël aux Nations Unies, mais il ne faut pas trop s'enthousiasmer de lui. N'oubliez pas que tout de même que Orban a une politique pro-russe et qu'aujourd'hui la Russie a une politique extrêmement hostile à Israël et de soutien à l'Iran, que Orban a fait de la Hongrie un pays qui n'est plus démocratique, puisque il a pris le contrôle des médias, il a manipulé les circonscriptions pour empêcher que l'opposition puisse gagner des élections, il a pris le contrôle également du système judiciaire, et donc nous n'avons plus de valeur commune avec la Hongrie. Donc tout soutien est le bienvenu, mais il faut être vigilant également sur la façon dont les pays nous soutiennent, et que, encore une fois, oui, il y a souvent plus de soutien en Europe de l'Est, également c'est vrai des pays baltes, mais la Hongrie est un pays pour lequel je recommanderais de ne pas s'enthousiasmer. Eh bien voilà, je vous remercie de ce tour d'horizon assez complet qui dessine un paysage finalement pas si noir que ça, mitigé en tout cas. Il y a du pain sur la planche, j'imagine, pour une organisation comme la vôtre, pour continuer de tenter de faire comprendre la position d'Israël et de rapprocher Israël de cet ensemble de pays. Je vous remercie, Emmanuel, de nous avoir accordé votre temps. Avec plaisir. Et merci aux auditeurs. Merci à vous. À notre prochain magazine dans 2 semaines.